Salut Dino. Tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va, tout bien. Quand je t'ai rencontré la première fois avec l'équipe d'infirmières, des aides-soignants, tout le staff de l'IDA qui est médicalisé, alors j'ai senti que comme je suis chez moi. Voilà, c'est pour ça. Ouais, je me souviens bien. Je me souviens très très bien de ton arrivée au LAM. Moi, je venais d'arriver, de prendre mon poste 2 jours avant. Et je t'ai vu, je savais que t'allais arriver, je te connaissais pas encore. Et je me suis présentée, tu t'es présentée. Et on s'est dit qu'on allait se voir bientôt et que l'idée, c'était de te laisser le temps d'arriver aussi. Et de pouvoir te poser et souffler un peu. Je me souviens que t'étais très fatiguée. T'étais très maigre aussi, je me souviens de ça. Mais je me souviens que t'avais un grand sourire aussi quand tu m'as dit bonjour, je me rappelle de ça. Et tu parlais très bien de ta maladie. Enfin, c'est quelque chose dont t'en parlais assez facilement. À ce moment-là, j'étais la seule travailleuse sociale au milieu d'une équipe de soignants. Et par rapport à ta pathologie, moi, j'étais impuissante là-dessus. Tu vois, je suis pas soignante. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir t'accompagner et de te soulager au moins d'un point de vue psychique sur toutes ces paperasses et ces lourdeurs des démarches administratives en France. Et du coup, j'avais quelques connaissances, en tout cas, parce que j'avais déjà accompagné des personnes étrangères qui étaient malades. Mais du coup, là, c'était vraiment très spécifique. C'est que c'était la porte d'entrée de l'accompagnement. Oui. Et du coup, j'ai surtout pris mon téléphone, appelé des juristes, parce qu'en fait, pour moi, il m'a paru... pour savoir donc, comment je pouvais intervenir et au mieux avec vous et pour vous, c'était de savoir quel était le cadre légal, plus précisément, et notamment sur la question des titres de séjour étrangers malades. Comment on peut accompagner la personne à être régularisée, pour qu'il y ait aussi ce souci-là en moins. Parce que souvent, les personnes, en tout cas, quand j'allais les voir, finalement, la pathologie, les gens en parlaient moins. La priorité dans leur tête, régulièrement, en tout cas, quand moi j'allais les voir, c'était il faut que je sois en situation régulière, que j'ai pas le stress de me faire arrêter, de me faire renvoyer dans mon pays alors que j'ai besoin de soins qui sont ici, et que c'est une question vitale. Et du coup, c'est pour ça que moi, mon accompagnement, en tout cas, il portait beaucoup là-dessus, pour vous permettre aussi d'accéder à vos droits, et de pouvoir avoir un stress en moins pour être plutôt disponible pour vous soigner, plutôt disponible psychiquement pour ça. Et je vois surtout les délais sont très longs par rapport à la période de Covid aussi. Parce qu'on a tombé, mon arrivée en France, à Grenoble déjà, c'était le jour quand je suis venu, c'était déjà le confinement, vraiment il n'y a rien, il n'y a rien à faire, tout fermé. Alors, et pour chaque procédure, ça prend beaucoup de temps, soit avec la Sécu, soit avec... Ça prenait déjà du temps avant, et effectivement, les institutions ont pris du retard du fait des différents confinements. Et le confinement, je trouve qu'il a été marquant aussi pour les gens à un moment donné où si tu sortais, tu risquais de te faire contrôler.
Oui. Je me souviens qu'on avait beaucoup cette discussion-là, et ça, c'était pour tout le monde. Ouais. Et sauf que cette situation-là, quand en plus, on est en situation irrégulière, qu'on est malade, et qu'il y a l'enjeu des soins, l'enjeu qui est vital d'accéder à des soins et de pouvoir rester ici pour ça, il y avait une pression qui était énorme pour les gens qui étaient accompagnés au LAM. Et donc d'être isolé dans un pays qu'on connaît pas, loin de sa famille, loin de ses proches, de pas pouvoir sortir, de risquer d'avoir un contrôle. Enfin, c'est tout des choses qui sont hyper difficiles à vivre. Oui, c'est vrai. Et c'était aussi d'où l'urgence des personnes de pouvoir être régularisées, quoi. Oui. Sachant qu'il existe du coup un titre de séjour pour des raisons de soins, c'est le titre de séjour étranger malade. Et ça, c'est un dossier, tu t'en souviens, c'est un dossier à monter oui, vraiment, c'est... à l'OFI, Oui. qui est conséquent, qui prend du temps. Et énorme. Ouais. Trop de papiers, trop de questions. Et une fois qu'on l'a envoyé, il y a aussi tout cette attente qui est très très stressante pour les personnes. Oui. L'attente de savoir quelle va être la réponse. On attend la réponse, soit il accepte le dossier, soit non. Et là, cette période, elle est vraiment stressante. Et je me rappelle, une fois, Fanny, elle vient me parler, elle me dit, on va faire une demande de titre séjour étranger malade, mais vous avez risqué de prendre un OQTF. C'est ça. Et là, elle m'a dit, il faut prendre une décision. Est-ce qu'on fait la demande ou non? Et moi, j'étais comme ça. Et tu savais pas? J'ai dit, moi, j'ai rien à perdre dans la vie. Il faut essayer, il faut tenter ta chance. J'ai dit, j'essaie et je laisse comme ça. Je me souviens que tu faisais que de me répéter moi j'ai de la chance dans ma vie. J'ai de la chance dans ma vie. Je me souviens très très bien. Alors voilà, j'ai essayé et je me rappelle 6 mois après, moi j'étais parmi les gens, malgré que c'était long, mais j'ai passé vite fait pour avoir mes documents, mes papiers, tout ça. Pour moi, 6 mois ou 7 mois comme ça, la période entre on a déposé le dossier et avoir le titre séjour. En fait, tu as plusieurs étapes. Quand tu veux déposer une demande de titre de séjour étranger malade, il faut d'abord que l'OFI étudie ta demande et l'OFI va émettre un avis. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision, c'est un avis. Soit c'est favorable, soit c'est défavorable. Et dans l'équipe de l'OFI qui va prendre cette décision, il y a une équipe médicale, notamment, parce que c'est des questions médicales. Et l'enjeu, c'est aussi de savoir si les traitements dont la personne a besoin sont disponibles et accessibles dans le pays d'origine. Donc selon ta nationalité, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas une question de pathologie, c'est surtout une question de traitement dispo ou pas dans ton pays d'origine. Et ça, c'était difficile aussi à comprendre pour les personnes, parce que souvent les personnes disaient un tel a eu un titre de séjour, donc moi j'ai à peu près la même chose, ça devrait... Et en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, Ça marche pas comme ça. Et ensuite, une fois que tu as l'avis de l'OFI, donc favorable ou défavorable, c'est le préfet qui décide. Donc ça veut dire que le préfet a tout à fait la possibilité d'aller contre l'avis de l'OFI. C'est le préfet qui est décisionnaire. Et après, c'est seulement à ce moment-là, une fois que la préfecture a pris position, que là, tu sais si tu peux avoir un titre de séjour ou pas. Et si tu peux avoir un titre de séjour, c'est là où on fait tous les rendez-vous, préfecture, etc., pour aller chercher le titre. Et la deuxième chose, c'est que si jamais, effectivement, tu as un refus de la préfecture, le risque, c'est effectivement d'avoir une OQTF. Donc, c'est tout un parcours qui est nécessaire pour aller vers une régularisation, mais qui est extrêmement stressant pour les personnes. Une autre question, à part le LAM, il y a des autres structures qui aident les personnes, par exemple étrangers malades, au niveau administratif ou au niveau de santé, tout ça, sur Grenoble. Sur Grenoble ? Oui. Alors, la porte d'entrée en général, c'est ce qu'on appelle la PAS,
La PAS, du coup, c'est un dispositif hospitalier qui est réservé aux personnes qui n'ont pas de droit à la sécurité sociale ouvert. Ensuite, la PAS, elle va faire en sorte que la personne puisse bénéficier de soins rapidement quand c'est nécessaire. Il y a aussi une assistante sociale à la PAS qui peut orienter les personnes vers des dispositifs adaptés. Et dans les dispositifs, donc, il y a les LAM, les lits d'accueil médicalisés. Et l'intérêt des LAM, du coup, qui est réservé aux personnes qui sont sans domicile et malades, comme je disais, c'est que peu importe la situation administrative des personnes, elles peuvent y avoir accès. C'est vraiment la porte d'entrée, elle est médicale, administrative, peu importe. Et ça, c'est suffisamment rare pour le Il y a une autre structure pour les malades qui ont des maladies courte durée. Oui, ça, c'est les lits Alto Soins Santé. Du coup, ça, c'est pour des pathologies soit qui sont en phase aiguë, ou alors des pathologies plus ponctuelles, on va dire. Et ça, normalement, le contrat est de 2 mois, qui peut être renouvelé. Mais c'est 2 mois, et il y a des passages infirmiers, mais il n'y a pas une équipe médicale 24-24. Donc c'est pas adapté, c'est pas destiné, on va dire, aux mêmes Parce que moi mon début à Grenoble, je suis venu là. Après, quand ils voient que j'ai une maladie vraiment grave et c'est pas facile pour le guérir tout de suite, il me fait transfert à Olam. Il y a aussi d'autres structures qui existent, qui sont pour d'autres situations de santé, en tout cas, et d'autres situations sociales. C'est tout ce qu'on appelle les appartements de coordination thérapeutique. Où ça, du coup, c'est aussi plus sur du long terme, et c'est des gens qui ont besoin de coordination de soins. C'est-à-dire qu'on est moins dans une phase un peu aiguë de la pathologie, ou dans des pathologies un peu moins lourdes, en tout cas qui ne nécessitent pas une équipe médicale 24-24. Et du coup, les appartements de coordination thérapeutique, ça existe aussi. Par contre, le point commun à tous ces dispositifs, je trouve, c'est très bien que ça existe. Tu disais, les gens ont de la chance qu'il y ait ça qui existe. Je suis d'accord. Mais là où je viendrais, nuancer ce que tu dis, c'est qu'il manque de place. Clairement. Quand tu voyais le nombre de demandes qui étaient faites, les dossiers qui étaient envoyés de plein de services différents de l'hôpital, ou de travailleurs sociaux qui voyaient les personnes en maraude, ou ce genre de choses, clairement, il y avait beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Je pense effectivement que tout ce parcours-là et tous les obstacles qui peuvent être rencontrés, et ça peut être à plein de niveaux différents, c'est d'une violence extrême. Enfin, je pense pour des personnes... En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu quand des personnes m'ont raconté leur parcours et elles parlaient de choses ultra violentes. Moi, ça m'était dans une colère monstre. Et après, comment on... Moi, ma stratégie pour gérer cette colère et continuer à essayer de vous accompagner au mieux avec un système qui est tel qu'il est, et voilà, je peux avoir mes convictions personnelles de plein de choses qui vont pas bien du tout, et que des fois c'est des rouleaux compresseurs pour les personnes accompagnées et pour les personnes tout court. Moi, ma stratégie, c'était de me recentrer sur votre accompagnement à vous, aux personnes, voilà, les 25 personnes qui étaient au LAM, et de comment on trouvait des stratégies pour se faufiler dans les failles, c'est comme ça que je vais le dire, et qu'on arrive quand même à avancer malgré tout, et qu'en cas d'obstacle, de pouvoir s'appuyer sur les compétences des juristes pour essayer de faire des recours, aller au bout des choses, en fait, et aller au bout des choses. Mais il y a beaucoup de colère, et je pense que l'évolution politique sur ces questions-là, qu'elle soit sur l'immigration et sur le social en général, va clairement pas dans le bon sens. Et c'est quelque chose qui m'inquiète grandement en tant que citoyenne, en tant que travailleuse sociale. Et voilà. Donc tant que j'arriverai, je pense, moi, à m'y retrouver en accompagnant les personnes, à pouvoir avancer, etc.,
je ferai ce que je peux, et peut-être qu'à un moment donné, ce sera trop et je ferai autre chose. Parce que c'est une violence pour les gens accompagnés, c'est une violence pour les professionnels. Ouais. Il y a eu des personnes qui m'ont fait part de racisme dans ce qu'elles ont pu, dans les personnes, les pros qu'elles ont pu croiser. J'ai vécu tout ça. T'as vécu tout ça? Jusqu'à maintenant, par exemple. J'ai des difficultés avec la préfecture. Je fais tous mes démarches correctement. Je travaille. Depuis, j'ai guéri la maladie, j'ai commencé à travailler. Je paye mes impôts, je paye mon loyer. Je suis en situation vraiment régulière au niveau de tous les niveaux et intégré dans la société. Je fais mon travail aussi bénévolat en plus de mon travail à l'hôpital. Je travaille, comme je t'ai dit tout à l'heure, au Secours populaire, et que je suis venu, je parle même pas un mot français. Et là, je parle bien le français. Je connais la culture française. Je connais beaucoup des lois françaises. J'arrive à chanter même des chansons par cœur en français. Avant, j'arrivais même pas à faire ça. Et avec tout ça, il me fait des problèmes au niveau administratif pour avoir mes papiers. Par exemple, là, au niveau de renouvellement, ça fait presque 1 an quand j'ai fait une demande de renouvellement, changement de statut, et je suis toujours avec un récépissé. Toujours, depuis ce jour-là. C'est vrai que j'ai le droit de conduire avec mon permis d'origine, qu'il est algérien. Ici en France, je peux le conduire avec. Mais des fois, il y a, par exemple, au début, quand j'ai commencé à chercher le boulot, quand j'ai dit oui, j'ai le permis, mais le permis algérien, il y en a beaucoup par exemple, des boîtes intérim, ils me disent ah, non, on ne peut pas. Voilà, ils me bloquaient beaucoup de choses. Tu vois, ça montre l'absurdité de certaines décisions politiques, administratives, institutionnelles. Il y a des choses il y a des choses très utiles et il y a des choses complètement absurdes. Et en fait, je pense il y avait toi, mais il y avait d'autres personnes qui étaient dans cette situation-là. En fait, vous étiez, entre guillemets, bloqués aux lames. Il y en a qui ont lâché l'affaire. Hein. Ouais, mais tu vois, si au niveau santé, ça allait mieux, en fait, au niveau administratif, tant que vous n'étiez pas régularisé avec des titres de séjour, notamment, et pas des récépissés, etc., vous étiez bloqué aux lames. En tout cas, il n'y avait pas de solution pour la suite qui nécessitait ça. Et du coup, ça montre que c'est absurde, parce qu'en fait, dès que les personnes avaient leurs papiers, etc., bon, bah, elles faisaient leur vie et elles pouvaient avancer vers d'autres choses. Il y a un truc que j'ai pas dit aussi tout à l'heure sur c'était quoi mon travail au LAM. On parlait beaucoup de l'administratif. Mais en fait, il n'y avait pas que ça. Je pense qu'il y avait aussi tout le quotidien, tu vois, tous ces petits temps informels de partager des moments de vie. Oui, c'est ça, oui. Des moments de vie chouettes ensemble. Moi, je me rappelle, j'avais le sentiment qu'on était entre êtres humains qui revenaient à l'essentiel, tu vois. Il y avait un truc un peu comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit, moi, quand je suis venu au LAM, j'ai senti que je suis chez moi, entouré de la famille, soit entre les patients, soit les personnels. C'était... Ouais, puis entre vous, il y avait beaucoup de solidarité, tu vois. Moi, je trouvais... Et de belles choses. On rigolait, quoi. Enfin, je veux dire, souvent, de l'extérieur, tu vois, les gens peuvent se dire, oh là là, que des personnes malades, ça doit être triste. En fait, pas du tout. Souvent, on rigolait. On a partagé aussi des moments qui étaient pas simples. Quand il y avait des gens qui allaient pas bien ou qui décédaient, c'était aussi une réalité. Mais en fait, on revenait à des choses essentielles de partage entre êtres humains et de jolies choses. Et du coup, ça me paraissait important aussi, tu vois, Enfin, moi, c'est ce que j'aimais aussi dans ce travail à cet endroit-là. C'était ce lieu de vie, tu vois. Moi, c'était vraiment un lieu de vie et pas que un lieu de soins. Et après, il y avait aussi le fait de travailler sur le après les lames. Tu vois, une fois qu'au niveau administratif, les choses s'étaient stabilisées, en fait, c'était aussi la porte d'entrée, le point de départ pour penser à un logement, pour penser à, ok, en fait, qu'est-ce que tu as envie, de quoi tu as envie là, à Grenoble? Est-ce que tu as envie de rester ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu rejoindre de la famille dans d'autres villes? Il y a des gens... Voilà, c'était aussi... Tu vois, pas que le moment présent et l'urgence de l'administratif et le temps présent, le quotidien dans ce lieu de vie et lieu de soins.
c'était aussi préparer et penser le après. Et des projets qui vous appartenaient à chacun. Vous aviez tous des choses différentes en tête. Et du coup, ça, c'était aussi des belles choses, quoi. Des belles choses. Et de travailler là-dessus. En plus, on n'était pas de la même nation, on était des pays différents. Et les langues, on parle pas la même langue. Mais malgré la difficulté d'apprendre le français, on a essayé de montrer notre humanité, qu'on peut vivre ensemble. C'est, comme on dit, c'est la joie de vivre ensemble. Moi, je voulais te remercier, Dino. Ouais, parce que tu as été formateur, je sais pas si c'est le terme, mais je me souviens très très bien de toi. Et tu vois, regarde, des années après, il y a ce truc, à un moment donné, on a eu un lien qui était de personnes accompagnées, travail social, mais en fait, il y a eu un lien humain qui s'est créé. Il y a cette loi, regarde, on peut faire ça. Et j'ai trouvé ça, tu vois, j'ai beaucoup aimé comment on a travaillé ensemble, pour le coup, parce qu'il y avait... C'est-à-dire, je compte pas que sur toi. Je te laisse faire... des fois, je t'amène des informations que tu ne connais même pas. C'était un travail d'équipe et c'était vraiment chouette. Tu vois, il y a eu ce temps-là et je trouve ça beau que des années plus tard, on échange sur ce sujet-là, que toi, tu sois devenu maintenant à une place de soignant, que moi, j'ai toujours ma place de travail social et qu'on discute, tu vois, de tout ce parcours-là et hors institution. Enfin, tu vois, il y a aussi quelque chose de... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais qui montre, tu vois, l'importance des liens, tu vois, parce qu'au-delà de tout l'administratif et tout ça, pour moi, c'était l'enjeu de mon travail est là-dessus, quoi. Et du coup, tu vois, je trouve que ce genre de moment, c'est précieux, c'est précieux. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc merci. Oui, moi aussi, je te remercie beaucoup parce que j'ai dit avant sur mon interview quand je suis passé la première fois, j'ai dit que grâce à toi, grâce à toute l'équipe, mais surtout toi au niveau administratif. Alors, merci encore une fois. Si je t'ai pas dit merci avant, mais là... Arrête. Je te remercie encore une fois et je te souhaite du bonheur dans ta vie professionnelle et personnelle. Bon, pareil. Pareil.